Gozaimasu, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour des raisons propres à chacun, l'école ça nous marque tous. On a la chance d'y passer quelques années du début de notre vie et forcément on a des souvenirs, des expériences et même je dirais des aventures. Et c'est sûrement pour ça que c'est si intéressant de savoir comment ça se passe l'école de l'autre côté du globe. J'ai vraiment eu la chance d'expérimenter les deux systèmes scolaires jusqu'au primaire et aujourd'hui on va quand même un peu élargir le propos et parler de ça se passe comment être un enfant au Japon. Pour faire des enfants, il faut être deux, et avec le contexte actuel, c'est pas forcément évident de rencontrer du monde. Est-ce que vous sentez la sponsor qui arrive? Aujourd'hui c'est assez original parce que je vous parle d'une application de rencontre. Ce qui est bien avec Fruit, c'est que tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes intentions que toi. Et pour illustrer tout ça, forcément pour que ce soit plus pratique, on a des fruits. Cerise pour du sérieux, raisin pour quelque chose de calme, pastèque pour du Scrabble régulier, et pêche pour du Scrabble tout de suite. Et dernière chose, c'est que lorsqu'il y a match, vous choisissez une question qui permet un peu de briser la glace. Ça évite d'envoyer des « Salut, ça va ?» suivi d'une bourrasque de force 12. Le lien est dans la description et je n'ai pas de code promo parce que c'est gratuit. Les références culturelles. C'est bien parce que Tev dans sa vidéo a pu parler du point de vue d'un parent qui élève ses enfants au Japon, et là je vais vous parler en fait du point de vue d'un enfant qui a été au Japon. Un enfant que j'ai été. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la vidéo de Tev, il dit que ses enfants regardent les mêmes séries et jouent aux mêmes jeux vidéo que des enfants en France. Et justement, il précise bien et il fait bien de préciser que ce n'était pas le cas pour les générations précédentes. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Personnellement, mon enfance, c'était clairement Anpanman quand j'étais très jeune. Un héros fait de pain et de pâtes de haricots rouges, le Anpan, qui punch le méchant Baikinman, homme virus. Si ça vous dit quelque chose, déjà ça me fait très plaisir, mais c'est aussi parce que ça a inspiré les bases du manga One Punch Man. Dans les références culturelles de mon enfance, il y a aussi Ultraman pour qui je fais de la propagande non-stop. Même si Marie me trigger à chaque fois en me disant qu'il ressemble à une fourmi géante. Il y a aussi des animés comme Nintama Rintaro qui sont iconiques au Japon. C'est quand même un animé sur des ninjas qui a été créé 6 ans avant le premier chapitre de Naruto en papier. Quand même. Je vous ai aussi déjà parlé de Pythagora Switch et ce truc hypnotisant sur lequel je pourrais rester bloqué des heures. Et d'ailleurs, on m'a appris que Pythagoras, c'est le nom d'un célèbre mathématicien, que vous connaissez tous, hein. Pythagore, Pythagoras, ouais, la japonisation a été quelque peu difficile. Et forcément, vu que je ne regardais pas les mêmes choses, mes jouets étaient aussi différents. Déjà, des jouets Ultraman et des peluches Anpanman, j'en ai à foison. Un peu plus tard, j'avais aussi des Beyblade, et là vous allez me dire, non mais des Beyblade, on en avait aussi en France. J'en avais une bien particulière. Mes parents m'avaient acheté une Beyblade électrique. Avec la manette qui servait de lanceur, eh bien tu pouvais faire tourner indéfiniment la toupie. Vous vous doutez de ce qui va se passer ensuite. De retour en France, il y avait des compétitions, voilà, pour voir qui faisait tourner le plus vite et le plus longtemps, surtout, voilà, c'est Beyblade. Ah, j'ai triché. J'ai remporté de nombreuses victoires sales ce jour-là. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y avait aussi le même délire avec les billes. Dans la cour de récré, c'était le souk des billes. Pétrolisé, déformé, fantôme, calot américain, et tout se monnayait selon la rareté. Et dans ce game, j'avais une exclusivité. Des billes plates japonaises qui s'appellent des ohajiki. En vérité, au Japon, c'est presque un outil de travail à l'école, en fait, qui te permet d'apprendre à compter. Mais avec ça, j'étais le king, voilà. J'avais tout ce qu'il fallait. En gros, j'ai fait passer ça pour des billes, et j'étais le roi du pétrole. Après pour le reste, pour ce qui est sorti entre amis et soirée pyjama, c'est assez similaire, à part peut-être le fait que à Tokyo il y a beaucoup plus de choses à faire qu'à Paris je trouve. Et il faut pas oublier un gros point, c'est les jeux vidéo. Je jouais à Pokémon donc comme les enfants en France, sauf que je jouais à ces versions Pokémon en japonais. Ça peut paraître vraiment impensable pour aujourd'hui, mais il y avait un délai de 8 mois entre la sortie japonaise et la sortie française. Ce qui fait que pendant des mois, je jouais à un jeu qui n'existait même pas en France. Vous imaginez 8 mois quand même, c'est super long, j'avais le temps de narguer mais vraiment tout le monde, de finir le jeu 4 fois. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait une plus grosse fracture en fait entre le Japon et la France de mon temps. L'école.
J'en ai déjà beaucoup parlé, mais franchement c'était il y a longtemps, et il y a tellement de choses à dire là-dessus. En tant qu'enfant, c'est vraiment trop bien d'être dans une école japonaise pendant la primaire. On t'y apprend mais tellement plus de choses qu'en France, c'est impressionnant. Que ça soit le savoir-vivre en nettoyant la classe, les responsabilités avec les turbans, et la discipline avec les simulations de tremblements de terre. Oui, tout ce que je sais aujourd'hui sur les démarches à suivre en cas de tremblement de terre, eh bien je les ai apprises au Japon quand j'étais petit. Il y a aussi toutes les activités extrascolaires qui sont pensées par l'école. En fait, l'école se finit relativement tôt pour permettre aux enfants de faire d'autres activités, que ça soit de la musique, du sport, de la danse. Ça vient aussi avec des différences plus surprenantes. Au Japon, eh bien on ne peut pas ramener un jouet depuis chez soi à l'école. Les billes, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Magic, c'était niet. Déjà, j'ai osé ramener une montre à mon poignet une fois, je me suis fait réprimander de ouf, donc ça vous donne à peu près l'ambiance. Tout ça c'est pour t'apprendre l'égalité entre tous, et c'est vrai que ça manque un petit peu de souplesse, mais au moins c'est efficace. Mais pour aller un peu plus loin, voici une liste des éléments que vous ne connaissez peut-être pas sur l'école au Japon. On ne parle pas de ces notes lorsqu'on nous rend un examen. En fait, c'est vachement mal vu. Une fois, je me souviens, j'avais débriefé avec un copain comme ça, de ma note que j'avais au contrôle. Il m'a dit non, on n'en parle pas, tu mets ça dans ton sac et c'est fini. C'est un réflexe à avoir, c'est une habitude à prendre, mais au bout d'un moment, c'est pas si belle pour pas avoir une sorte de compétition trop malsaine au début avec les enfants. Après, il y en aura, hein, au lycée, tout ça, il va y en avoir, mais au début, au primaire, il y en a pas. Par contre, pour ce qui est des devoirs et du travail, voilà, en classe, on peut en parler, hein, bien sûr, il y a pas de tabou. Et pour les devoirs, il y en a à peu près autant qu'en France, je dirais. Même peut-être un petit peu plus. Le suivi médical est vraiment super hard. Non seulement j'avais l'impression que je faisais des consultations, et très souvent alors que je restais que un mois là-bas, mais dès qu'il y a un voyage scolaire qui se profile, mais alors là, ça devient vraiment, mais abusé. Tu as une fiche médicale à remplir où tu mets ta température, voilà, ce qui est somme toute assez classique, mais aussi le nombre de fois où tu es allé aux toilettes, et la texture. Dur ou mou. On a du temps avant de partir en classe. Le matin au Japon, tu te lèves tôt. C'est pas une obligation, mais comme le soleil se lève plus tôt, naturellement en fait au lieu de te réveiller, je sais pas si t'as l'habitude de te réveiller à 10h, tu te réveilleras plus vers 8h au Japon. Ce qui fait que vu que l'école commence à 8h30, tu as largement mais vraiment le temps de faire plein de choses avant d'aller à l'école. C'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, parce qu'avec mon grand-père en fait on révisait des choses comme ça avant d'aller en classe, ce que je ne faisais vraiment absolument jamais en France. Vraiment en France j'ai le souvenir d'aller à l'école quand il fait encore nuit noire dehors et c'est vraiment... Oh, c'est horrible. On a toujours un badge avec notre prénom dessus. Ça s'appelle un nafuda et littéralement ça veut dire étiquette avec ton prénom. Et ça généralement c'est un petit badge bleu au fait qu'on garde juste ici, qu'on épingle par là. Ça peut paraître un peu chiant au premier regard, mais c'est assez pratique en fait pour connaître de nouvelles personnes. C'est pas vraiment fait pour les professeurs pour qu'ils se souviennent de ton prénom comme en France là où tu mets ton prénom devant la table. C'est plus en fait pour les élèves. Tout ça pour qu'ils se fassent des amis rapidement et que pour tout le monde puisse s'appeler par son prénom. Bien sûr en n'oubliant pas de rajouter kun ou sama à la fin de leur prénom. Les professeurs sont plus impliqués. Alors celui-là, c'est une grosse généralité, mais ne vous énervez pas, mesdames et messieurs les professeurs français. C'est juste qu'au Japon, le prof, il va même en cours, même les jours fériés, même pendant les vacances. Il y a énormément de travail qui est fait autour de l'enseignant, en fait. Clairement, je vous le dis, le salaire n'est pas le même. Les parents sont bien plus impliqués qu'en France. Le fait que les parents s'impliquent plus, vous le savez peut-être déjà, mais ce que vous savez certainement pas, c'est qu'il y a un réseau de communication entre les parents d'élèves. Et c'est pas un réseau voilà qui est un peu tacite, c'est quelque chose qui est préétabli à la rentrée. Si par exemple la maîtresse a un mot à faire passer aux parents d'élèves, elle en appelle par exemple 3 qui eux-mêmes en appelleront 3 et ainsi de suite. C'est fait bien sûr pour optimiser la communication et la proximité entre les parents d'élèves. Et c'est pas tout. Certains parents en fait servent de balises, j'ai envie de dire, pour le chemin de l'école. C'est-à-dire qu'ils vont rester à des endroits stratégiques pour vérifier que les enfants ne se perdent pas tout simplement parce qu'ils sont assez jeunes finalement. Et ça pour le coup, je l'ai bien connu. En pensant à l'école et au chemin pour y aller, forcément au Japon, le gros point fort c'est la sécurité. Tu peux voir des enfants vraiment de 5 ans, 4 ans se balader tout seuls mais sans problème. Et ce qui est encore plus pratique en fait, c'est qu'il peut être légèrement plus indépendant qu'en France. Au Japon, tu peux avoir la carte Passmo. Avec cette carte, ils peuvent payer les transports et n'importe quoi dans les combini. Sauf bien sûr du tabac ou de l'alcool. Autre chose qui m'est marqué, mais là c'est plus à titre personnel, c'est les lumières qu'il peut y avoir dans la rue. Quand j'étais enfant, mais j'aimais tellement ça, il y avait des lumières partout comme ça, c'est illuminé. T'as l'impression quand t'es gosse qu'il y a des magasins de jouets absolument partout. Et d'ailleurs à force de courir partout, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'âge de 5 ans dans un pachinko. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le magasin Loft. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai envie de vous parler de ça. La papeterie, c'est une de mes passions. Déjà quand j'étais enfant, j'adorais ça. Et dans ma trousse, j'avais plein d'éléments super stylés qui impressionnaient mes camarades dans les années 2000. Aujourd'hui, ça peut vous paraître classique parce que je suis plus trop à jour, mais à l'époque, ça ne l'était clairement pas. Déjà pour commencer, cette règle qui se déplie, voilà, je l'avais déjà dans les années, mais en 2003, je l'avais. Moi, j'ai un triple décimètre dans ma trousse. Tu vas faire quoi? Mais attendez, j'en ai d'autres. Crado, qu'est-ce qu'on... En fait, c'est une gomme qui est formée que de coins. Tu peux en fait gommer précisément n'importe quel point. C'est pour les dessinateurs, tout ça. Pour gommer avec précision, voilà, c'est fait pour ça. Le taille-crayon japonais.
Déjà, mate le mastodonte, il y a des versions encore plus grosses que ça, mais bien plus grosses, ça c'est d'ailleurs la version mini je pense. Le mécanisme est super intéressant je trouve, j'adore le principe. En France, on a tellement peu l'habitude de voir ça. Regardez, c'est précis comme ça, et en fait tu vas juste tourner la manivelle. Tu lâches, et regardez-moi. Regardez-moi cette pointe, cette précision, c'était... Ah c'est exquis, c'est absolument exquis. En plus il y a une petite odeur de bois que j'aime bien, et ça fait des copeaux assez rigolos. Ça fait des copeaux assez rigolos. Mini paire de ciseaux. Ceci, mesdames et messieurs, ce n'est pas un stylo, ce sont des ciseaux. Comment tu les utilises? C'est pas pratique là, tu vois, tu peux pas les tenir. Ne vous inquiétez pas, regardez. Chut. Est-ce que c'est pas déjà le top de l'ingéniosité ce truc là? Il y a des petits morceaux plastiques qui descendent pour pouvoir saisir et utiliser les ciseaux convenablement. Mais il y a aussi la version encore plus compacte, regardez. Alors cette fois-ci, il n'y a plus les attaches. Tu sens qu'il y a un problème de place au Japon et c'est optimisé le plus possible. Le crayon porte-mine. C'est un crayon? Absolument pas. C'est un porte-mine. Écoutez, voilà, moi j'adore ce genre de conneries. En plus, celui-là est vraiment bien pour faire du pen spinning. Du papier waterproof. Ce papier, vous pensez qu'il est normal? On peut écrire dessus et en mettant de l'eau, ça ne fait rien au papier, c'est trop bien. Bref, ça c'est vraiment mon enfance, et pour un enfant japonais c'est ultra basique, mais pour moi qui découvrais ça à l'époque, bah ça l'était pas. J'étais vraiment émerveillé par ces petites choses qui peuvent vraiment édulcorer la vie d'un enfant japonais. Mais je vous vois déjà venir, vous dites que je parle que des bons côtés depuis tout à l'heure, mais des mauvais côtés, il y en a aussi. La pression et le harcèlement. Alors là on va plus rentrer dans le cadre des grands enfants voire des adolescents. Au Japon je ressens vraiment une pression beaucoup plus élevée qu'en France, en tout cas plus constante qu'en France. Notamment avec le premier point qui est le harcèlement scolaire qui existe beaucoup au Japon. Et ça, même si ça s'est amélioré en 20 ans, c'est pas encore parfait non plus. Donc ça c'est une pression que je qualifierais de pression entre les enfants, mais il y a également la pression de la part des parents. Les parents qui mettent beaucoup d'attentes et de pression sur la réussite scolaire, c'est monnaie courante. Que ça soit ici par reproduction sociale ou alors par volonté de s'élever socialement. Et en soi, c'est pas mauvais, c'est juste l'overdose de ça qui devient problématique. Et vraiment la représentation de ça, en fait, je trouve, c'est les juku, c'est les fameux cours du soir, plus ou moins obligatoires. Et ça ne se concentre finalement que sur le nombre d'heures passées au travail et pas sur l'efficacité du travail. Mais ça, malheureusement, c'est déjà assez représentatif du fonctionnement des vieilles entreprises japonaises. C'est pour ces raisons que l'enseignement scolaire au Japon de la primaire, voire presque jusqu'au collège, c'est vraiment super je trouve, car objectivement il y a plus d'activités comme le jardinage, la cuisine ou la méthode d'apprentissage qui est vraiment plus efficace et agréable. En revanche à partir du lycée je préfère largement le système français qui est un peu plus individualiste certes, mais qui est plus souple justement, qui ne te montre pas une seule branche de réussite uniquement. La place de l'enfant au Japon. Le taux de natalité au Japon est un des plus faibles du monde, 1,42, et on a l'image d'un pays avec une population vieillissante, et pour le coup ce cliché est totalement vrai. Pourtant les Japonais ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les enfants, parce qu'ils les considèrent déjà comme des petits bijoux. On a même le phénomène de l'enfant roi, mais c'est pas comme en France. C'est pas l'enfant qui va faire des caprices, mais plutôt toute la vie des parents qui va se centrer et s'organiser autour de la vie et du rythme des enfants. On est devenu un papa et une maman, avec les enfants. Voilà. Dans un pays où la natalité est faible, ils sont vus comme l'espoir pour payer les retraites des plus âgés. Personnellement, je trouve ça vraiment tragique et je trouve que ça n'incite pas du tout les jeunes générations à faire des enfants. En plus, le gouvernement ne fait quasiment aucun effort pour la construction de nouvelles crèches pour justement loger les enfants pendant que les parents sont au travail, sans compter le nombre de personnes croissant qui vivent seules, reclus et parfois même en marge de la société. Mais même malgré tout ça, il y a quand même de nombreuses personnes qui veulent encore fonder une famille au Japon, surtout des femmes, voilà. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter une histoire qui démontre un petit peu la tristesse et cette misère en fait de la crise familiale et la crise de l'enfant en fait au Japon. Takahashi Ziken, janvier 2021. Hanabi se réveille tranquillement chez elle dans la banlieue tokyoïte. C'est une brave femme de 40 ans qui vit seule avec son enfant. Au Japon, on appelle ça des single mother pour maman célibataire. Et pour rompre avec sa solitude, elle utilise différentes applications de rencontres, notamment Tinder. Je vous jure que ce jour-là, elle aurait mieux fait d'utiliser Fruits. Parce qu'elle va matcher avec un homme de 39 ans, Takashi Miyagawa. Rapidement, l'homme lui parle et un premier rendez-vous se met en place. L'homme est très classe et très beau parleur. Il parle déjà de vie ensemble, de mariage et cela ravit Hanabi. C'est vrai qu'après son premier divorce, elle souhaite réellement trouver le bon. Le rendez-vous se passe très bien mais Takashi doit s'en aller, seulement 2 heures après la rencontre. Dans sa fougue, il va même jusqu'à embrasser Hanabi. Elle est surprise et un peu déboussolée,
Mais elle est conquise. Comment pourrait-elle se refuser à un homme qui souhaite la marier et finir ses jours avec elle? Les jours passent et Takashi a littéralement envahi les pensées de Hanabi. Elle ne pense qu'à lui et qu'à le revoir et il se fait désirer. Mais quelques jours plus tard, il refait surface. Un second rendez-vous est planifié, mais celui-ci va se dérouler quelque peu différemment. Takashi commence avec un discours mielleux sur sa future vie avec sa future femme Hanabi, mais subitement, il va changer de discours. Il va changer de sujet pour parler de climatiseur. Cette dernière, un peu surprise, va exprimer quelques réticences, mais le beau parleur qu'est Takashi n'a pas dit son dernier mot. C'est contre le coronavirus, chérie. Je veux que notre avenir à deux soit en sécurité. C'est pour nous avant tout. Avec ces belles paroles, Hanabi est déjà sur le point de craquer, mais Takashi va porter le coup fatal. Oh, le 27 janvier, ce sera mon anniversaire en plus. Dis-toi que ce sera mon cadeau. Devant tant d'amour, Hanabi va craquer et sortir son Inkan. Il s'agit d'un sceau japonais, l'équivalent d'une signature. Elle achète alors pour 22 000 yens de climatiseur. Une fois de plus, le rendez-vous ne dure pas longtemps, mais se termine par un doux baiser. Pourtant, lorsqu'elle rentre chez elle, Hanabi a une sensation bizarre, un sentiment étrange. Elle est amoureuse, certes, mais un climatiseur? Pourquoi? Et pourquoi aussi vite? Peut-être une réaction d'homme qu'elle ne connaît pas, se dit-elle. Et pour se rassurer, elle va aller sur la toile. Mon petit ami m'a fait acheter un climatiseur, est-ce normal? Mais ce qu'elle va trouver sur le net va être très loin de la rassurer. Il m'a fait acheter un pommeau de douche hors de prix. Il m'a fait dépenser de l'argent dans du matériel de maison inutile. C'est une arnaque, faites attention. Elle tombe sur un blog de victimes des arnaques similaires à celle de son petit copain. Dans un premier temps, Hanabi réfute absolument tout, voilà, elle ne se sent pas concernée par ses propos, jusqu'à ce qu'elle voit le nom de Takashi Miyagawa. Effectivement, le nom de l'homme qu'elle fréquente apparaît partout sur le site. Hanabi vient de se rendre compte à contre-cœur qu'elle vit une fausse relation amoureuse. Février 2021. Suite à la découverte surprenante de Hanabi, elle va rencontrer une victime présumée de Takashi, Hibana. Hibana lui explique la situation et c'est alors qu'elle apprend qu'elle partage son petit copain avec 34 autres femmes différentes. Elle se sent très mal, elle n'arrive pas à rester debout. Hibana l'aide à mieux comprendre en lui disant que pour elle aussi ça a été compliqué d'admettre la vérité. Et elle est prête à l'aider pour la convaincre que Takashi est bien un escroc. Elle lui explique alors toutes les combines de l'homme, notamment celle qui consiste à donner une date d'anniversaire différente à toutes les femmes qu'il fréquente pour se faire couvrir de cadeaux. Ça lui faisait un cadeau d'anniversaire toutes les 2 semaines en somme. Et tout ça bien sûr en promettant une situation familiale stable avec des enfants, un foyer, un mariage, etc. Et forcément les rendez-vous extrêmement courts auraient dû mettre la puce à l'oreille. Maintenir une relation avec 35 femmes au total, c'est quand même une sacrée organisation. Eh bien il n'y a pas assez de jours en un mois pour les voir toutes, et il y en a 4 en attente. Et pour finir, Hibana a même des vidéos prouvant ses dires. La jeune femme amoureuse voit alors pour la première fois son homme avec une autre femme, et elle est écœurée de voir à quel point un être vivant peut mentir aussi facilement et aussi impunément. Cette fois c'en est trop, elle veut se venger. Le blog sur lequel Hanabi est tombé est en vérité un collectif de victimes prêts à attaquer en justice Takashi. Non pas parce qu'il cumulait 35 petits amis, mais parce qu'il escroquait ses femmes. Et le montant de l'escroquerie monte déjà à 100 000 yens. Ça représente 760 €, mais ce chiffre ne s'applique que sur son dernier mois d'activité, si on peut dire ça comme ça. Depuis quand Takashi opérait-il? Pourquoi il faisait tout cela? Nul ne le sait. Fin février. L'affaire éclate en scène publique et rapidement ça attise la curiosité des médias. Un homme qui côtoie 35 femmes en même temps, qui s'allient ensemble pour l'attaquer en justice, ce n'est pas commun. Et ça va tellement attirer l'attention que Takashi va se faire harceler dans la rue pour répondre de ses actes. Durant cet extrait, le journaliste harcèle l'homme de question sur ses motivations, sa cruauté, son immoralité, et à titre personnel, je ne cautionne pas la méthode de ce journaliste, mais justice sera rendue devant les tribunaux, du moins, je l'espère. Derrière cette histoire un petit peu loufoque, on se rend compte vraiment de la crise de la famille au Japon. Juste en faisant miroiter une relation sérieuse, un homme peut facilement arnaquer des dizaines de femmes en les faisant dépenser de l'argent en fourniture ou en cadeaux. Conclusion. Dans cette vidéo, j'ai voulu traiter le sujet de l'enfance au Japon et de la place de l'enfant dans la société japonaise de manière assez large. Je vous ai parlé de mon expérience et des trucs cool qui faisaient qu'être un enfant au Japon, eh bien c'est super sympa. La sécurité et la papeterie, moi, divine invention. Mais aussi, je vous ai parlé des problèmes autour de l'enfant, que ça soit la pression de la part des élèves ou de la part des parents, ou encore de cette crise de la famille qu'il y a avec ce taux de natalité en baisse constante au Japon. J'ai pas parlé des enlèvements dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé, voilà, juste ici, et allez voir si vous ne connaissez pas, c'est super important. Quoi qu'il en soit, j'espère que j'aurai éclairé votre lanterne en ce qui concerne, voilà, la place de l'enfant au Japon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.